Bonjour. Nous allons vous présenter avec Delphine Stomont, dermatologue, un tableau clinique un peu particulier qui s'appelle l'addiction aux dermocorticoïdes ou syndrome de la peau rouge, que vous retrouverez en fait de façon plus globale, caractérisée par le terme topical steroid withdrawal ou topical steroid addiction ou red skin syndrome. Alors, tout a commencé quand on a reçu au niveau du CRPV de Lille une observation d'une jeune fille de 27 ans qui était suivie pour un eczéma depuis l'enfance. Il n'y avait plus d'eczéma jusqu'à l'âge adulte et puis vers 21 ans, qui de nouveau a représenté des poussées d'eczéma traitées par corticoïdes, dermocorticoïdes, donc tridésonite sur le visage et nérisone sur le corps. Donc, elle a commencé ça en janvier 2015 et puis au fur et à mesure des semaines, il semblait que les dermocorticoïdes n'étaient pas assez efficaces. Elle a reçu une prescription de tacrolimus qui la brûlait et la piquait, et donc elle a arrêté son tacrolimus et elle a continué les corticoïdes, les dermocorticoïdes. Elle le consulte en avril 2019 parce qu'elle présente une acné cortico-induite. On lui represcrit du tacrolimus, mais avec la présence des effets cutanés indésirables qu'elle avait déjà présentés, elle arrête ce tacrolimus et elle maintient les dermocorticoïdes. En septembre 2019, parce qu'elle se rend compte qu'elle utilise beaucoup ces dermocorticoïdes, elle décide d'arrêter ces dermocorticoïdes et apparaît le syndrome de la peau rouge avec des ganglions au niveau cervical, une peau très rouge, des problèmes de thermorégulation, une desquamation excessive, des suintements, un œdème au niveau des paupières notamment, des douleurs, un prurite très invalidant qui l'empêche de dormir et du coup des répercussions avec un changement d'appétit et une fatigue chronique. Elle reconsulte au niveau dermatologique et on lui prescrit du tridézonite dans l'hypothèse d'une reprise de son eczéma. Ça ne change pas grand-chose. Elle finit par arrêter définitivement son tridézonite, persuadée que c'est lui qui lui engendre ce tableau. Elle a une aggravation initiale des symptômes jusqu'en novembre 2019 et puis petit à petit, les lésions régressent et en avril 2020, elle n'a plus aucune lésion et n'a pas eu de récurrence depuis. Alors, ce cas-là, on en avait fait un petit article dans nos brèves 67 et on l'avait remonté au niveau de l'Agence nationale de sécurité sur le médicament parce que ça nous avait semblé un cas intéressant parce qu'encore assez peu connu finalement en France et assez discuté au niveau européen, voire même critiqué. C'est vrai que ce syndrome, on en a déjà d'abord entendu parler par les réseaux sociaux. Ça a vraiment fait le buzz initialement au niveau du grand public, avec sur la diapositive, vous voyez sur Internet de très, très nombreux patients qui déclaraient avoir cet effet indésirable à l'arrêt des dermocorticoïdes. Alors bien sûr, c'était sur les réseaux sociaux, ce n'était pas forcément toujours un diagnostic qui avait été validé par le dermatologue, mais n'empêche qu'il semblait y avoir un signal. Et puis peu à peu, dans la littérature, on commençait, donc là, dans les journaux scientifiques, avec comité de lecture, il y a plusieurs papiers qui ont commencé à sortir en montrant qu'effectivement, il se passait bien quelque chose. C'est des patients qui avaient un passé d'utilisation des dermocorticoïdes sur des longues périodes, dans des localisations, soit de façon diffuse sur tout le corps, soit en particulier sur la tête et le cou. Et on voyait effectivement des lésions apparaître, donc souvent sur la tête et le cou, comme on voit sur la figure à gauche, mais également parfois un aspect de manche rouge, de red sleeve, sur les avant-bras. Et donc, à chaque fois, des patients qui utilisaient les corticoïdes à plus ou moins bon escient sur des longues périodes et qui voyaient au moment où ils arrêtaient le traitement, avec un délai qui était variable, on le reverra après, apparaître des lésions qui étaient différentes du tableau de dermatose pour lequel ils avaient commencé les dermocorticoïdes. Donc, il se passait bien quelque chose également dans la littérature. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, initialement, on parle des dermocorticoïdes. Alors, les dermocorticoïdes, ils ont une propriété anti-inflammatoire et c'est ce pourquoi on les utilise dans ces dermatoses atopiques le plus souvent, mais aussi dans le psoriasis notamment. Ils ont une action vasoconstrictrice et ils permettent de réduire l'érythème et l'œdème. Ils ont une action antiproliférative qui ne nous intéresse pas tellement dans la dermatite atopique, mais qui peut être intéressante dans le psoriasis, qui peut expliquer des effets indésirables locaux de type, par exemple, atrophie épidermique, dépigmentation, qui va aussi expliquer le mésusage, puisque la dépigmentation fait partie des raisons pour lesquelles certaines populations, et notamment on le verra en Asie du Sud-Est, utilisent ces dermocorticoïdes pour blanchir la peau. Il y a des propriétés immunosuppressives locales, et ça nous intéresse beaucoup dans la dermatite atopique, par exemple, ou dans l'eczéma. Et
une propriété de tachyphylaxie, donc qui est la propriété de tolérance, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on l'utilise de façon longue et à des posologies importantes, on va avoir une résistance de la dermatose et on va devoir augmenter les durées d'utilisation et les posologies. Et ça amène finalement à une escalade d'utilisation avec un mésusage de l'utilisation qui peut éventuellement participer à la survenue de ces lésions quand on va arrêter. Alors, initialement, bien sûr, les dermocorticoïdes, c'est très utile. Et dans les maladies inflammatoires cutanées, comme la dermatite atopique ou le psoriasis, quand l'indication est bien posée, ils sont absolument essentiels. Oui, effectivement, il ne faut vraiment pas tomber dans le piège de la corticophobie. Les dermocorticoïdes sont utilisés par les dermatologues, les pédiatres, les médecins généralistes depuis 1950 dans les dermatoses inflammatoires chroniques et ça reste en 2021 des traitements locaux très très utiles, comme Sophie l'a dit, notamment dans la dermatite, même également en association de traitement systémique et dans le psoriasis. Alors, les effets indésirables des dermocorticoïdes, on les connaît, il faut toujours les prévenir. Et c'est clair que dans largement la plus grande majorité des cas, je dirais dans plus de 80% des cas, quand on voit des effets indésirables, notamment cutanés, des dermocorticoïdes, c'est qu'on est déjà dans le mésusage. Tout va dépendre de la dose. Il faut toujours bien faire attention à la dose de dermocorticoïdes qu'on utilise, la durée. Bien sûr, il ne s'agit pas de donner une ordonnance pour remplir la pharmacie de tubes de dermocorticoïdes et de se traiter larga manu pendant une année sans arrêter. Ça dépend également de la puissance. Les dermocorticoïdes sont classés selon leur puissance d'activité. C'est vrai qu'on a bien sûr, c'est assez logique, plus d'effets indésirables, a priori en tout cas l'atrophie par exemple avec les dermocorticoïdes de classe très forte. Ça dépend aussi de la localisation. On sait qu'on évite toujours de traiter des zones où la peau est fine, comme les paupières, la tête et le cou, mais également les organes génitaux externes, avec des dermocorticoïdes sur une longue durée. Ça dépend également de l'âge du patient. On ne va pas appliquer le même niveau d'activité de corticoïdes chez un petit nourrisson avant l'âge de 2 ans. Puis bien sûr, ça dépend également du corticoïde. Avec les dermocorticoïdes, on a un passage systémique qui est bien plus faible, quasiment parfois nul sur les petites localisations par rapport au systémique. Alors, dans les effets indésirables, il y a les grands classiques, ceux qui sont liés à l'effet sur la prolifération des kératinocytes, donc c'est l'atrophie. L'effet indésirable le plus classique que l'on connaît, ce sont les vergetures, notamment dans les plis. Et ça peut également une peau qui devient, on dit cortisonnée, comme du papier cigarette toute fine. On peut avoir des rosacées qui sont induites, des acnés également qui peuvent être induites, des infections, notamment des infections fongiques qui peuvent passer inaperçues. Les effets, l'herpès également, alors c'est une complication intrinsèque de la dermatite atopique, mais quand elle survient, dès qu'on en a moindre doute, il faut arrêter le dermocorticoïde. On peut également avoir, ça c'est quelque chose qui est moins connu, qui est connu avec les traitements, avec la corticothérapie systémique, mais c'est également vrai si on applique sur le visage, notamment la paupière, de façon prolongée un dermocorticoïde. On peut avoir des effets secondaires oculaires locaux, notamment glaucome, augmentation du tonus oculaire et des cataractes cortisonnées. Des effets hormonaux locaux, hypertrichose, hyperplasie sébacée, c'est rarement de manière générale une insuffisance surrénalienne. On peut également avoir des phénomènes de rebond, et c'est peut-être dans ce domaine-là qu'on aura un diagnostic différentiel avec le syndrome de la peau rouge ou l'addiction aux dermocorticoïdes. Et puis, on peut avoir également l'hypopigmentation, ce qui est recherché dans le mésusage à visée cosmétique des dermocorticoïdes, le granulome glutéal qui doit toujours être évité puisque c'est quand on utilise les corticoïdes sous occlusion chez l'enfance qu'on ne doit pas faire. Et puis, il y a également des cas d'eczéma de contact allergique. C'est assez classique, même si ce n'est pas très fréquent. Mais il faut toujours y penser. Alors, comme on vous le disait, ça a fait le buzz, le syndrome de la peau rouge ou l'addiction aux dermocorticoïdes. Ça a vraiment fait le buzz sur Internet, mais ça commence notamment via les réseaux sociaux, via les associations de patients. On a été quand même dernièrement pas mal sollicité pour cette question. Et donc, ça vaut vraiment le coup de se pencher un petit peu sur la définition, en sachant qu'il n'y a pas encore de réel consensus, mais il faut bien savoir de quoi on parle pour justement ne pas alléguer à tort des effets indésirables aux dermocorticoïdes. Alors, par définition, déjà, c'est quelque chose qui survient à l'arrêt du traitement par dermocorticoïdes. Il y a des symptômes fonctionnels qui sont assez évocateurs, notamment, alors il peut y avoir un prurite, mais encore plus
encore plus évocateur, c'est la brûlure. La sensation, c'est burning, la sensation de brûlure, de picotement, qui peut également s'associer à du prurite. On a souvent un tableau de rougeur, rougeur du visage, rougeur des organes génitaux externes, la rougeur du scrotum, par exemple, qui est là, avec souvent, comme c'est très inflammatoire, une composante d'œdème. Ça peut même être très inflammatoire et évoluer vers de la desquamation, pourquoi pas un suintement également, une sudation excessive. Vous voyez également dans ce tableau apparaître des signes systémiques qui sont un petit peu étonnants, troubles du sommeil, dépression. En fait, c'est relié directement à l'impact sur la qualité de vie de ces syndromes et de leur d'un retentissement sur la qualité du sommeil et sur l'humeur. Ça peut survenir, donc comme je vous le disais, par définition, quand ça survient, c'est à l'arrêt du traitement par dermocorticoïde, en sachant que le délai est extrêmement variable, ça peut être au bout de quelques jours, mais il faut savoir également l'évoquer après plusieurs semaines, jusqu'à parfois plus de 3 mois. Vous voyez en bas à droite des schémas chronologiques qui peuvent nous faire penser ou non à ce syndrome d'addiction ou de sevrage au dermocorticoïde. Dans le premier cadre voilà, que vous voyez ici, on peut voir des poussées de la dermatose sous-jacente qui ont l'air d'être à chaque fois contrôlées par les dermocorticoïdes. Donc là, on va pouvoir dire qu'on n'est pas en mésusage des dermocorticoïdes. On semble avoir une dermatose, par exemple, du visage qui est contrôlée par les dermocorticoïdes, par exemple une dermatite atopique. Mais ça veut dire que très régulièrement, on a recours aux corticoïdes et que pour éviter effectivement les effets indésirables qui sont plus fréquents au niveau du visage, ce sera peut-être le moment de penser à un traitement proactif, par exemple 2 fois par semaine, ou à passer à un autre traitement, par exemple un inhibiteur de calcinurine topique. Dans le deuxième cas de figure, au milieu, vous voyez, là, on a des poussées, mais qui semblent peu à peu s'amender en fréquence, en intensité. Donc, on va dire que là, on n'est pas dans le mésusage des dermocorticoïdes. On a des dermocorticoïdes qui sont efficaces et qui pourraient être utilisés ponctuellement avec succès. Et puis, le schéma chronologique qui nous intéresse, c'est celui-ci, où il semblerait qu'à chaque fois qu'on traite par les dermocorticoïdes, eh bien, ça récidive et ça récidive de façon de plus en plus intense, ce qui n'est pas logique pour une dermatose inflammatoire, par exemple, du visage. Et c'est complètement dans ce pattern-là d'évolution qu'on doit penser à l'addiction aux dermocorticoïdes ou au syndrome de sevrage aux dermocorticoïdes. Comme je vous disais, dans plus de 80% des cas, toutes les complications des dermocorticoïdes, y compris l'addiction aux dermocorticoïdes ou le syndrome de la peau rouge à l'arrêt des dermocorticoïdes, c'est dans un contexte de mésusage. Quand les dermocorticoïdes sont appliqués comme il faut, c'est-à-dire la bonne localisation, le bon niveau d'action dermocorticoïde, la bonne galénique, la bonne durée, avec une attention à limiter la durée, à passer un traitement proactif, eh bien, on n'a pas d'effet indésirable, y compris celui-ci. Par contre, quand on l'utilise au long cours, et souvent c'est parce qu'il n'y a pas eu une bonne évaluation du traitement, ou en tout cas pas une bonne réévaluation, c'est le moment de passer à un autre traitement, parce qu'on arrivait à la limite d'efficacité des dermocorticoïdes, eh bien c'est là qu'à l'arrêt, ça peut se compliquer, effectivement, c'est vrai. Et souvent, il faut savoir que ça peut mettre plus ou moins longtemps, comme je vous l'ai montré, à démarrer, mais ça peut mettre également du temps à s'arrêter. Donc, on voit que c'est plus fréquent chez la femme. Pourquoi? Parce que finalement, quand vous regardez les indications, c'est surtout des indications cosmétiques, donc du mésusage cosmétique. C'est utilisé pour affiner la peau, pour dépigmenter dans les populations en Asie, en Afrique noire également, où la peau est épaisse et pigmentée et où les femmes souhaitent dépigmenter, avoir une peau plus claire et plus fine. Vous remarquez également d'autres mésusages comme l'acné. On ne doit pas mettre de dermocorticoïdes, ce n'est pas une bonne indication. C'est vrai dans la rosacée aussi. L'eczéma de contact, parce qu'au bout d'un moment, si on supprime l'allergène, on doit faire rentrer dans l'ordre la dermatose sans avoir besoin des dermocorticoïdes. Donc, c'est vrai que là où la question peut se poser, c'est vraiment avec des maladies chroniques comme la dermatite atopique, où parfois il faut savoir passer à un autre traitement, inhibiteur de calcinurine topique, voire passer à un traitement systémique pour éviter cet usage prolongé des dermocorticoïdes. Donc, c'est souvent les zones où la peau est fine, je vous ai dit, le visage, mais également les organes génitaux externes, notamment le scrotum chez l'homme. Ça peut arriver finalement avec n'importe quelle force de corticoïdes, c'est un petit peu plus avec les niveaux d'activité modérés, mais c'est logique puisque c'est plutôt cela qu'on prescrit sur le visage.
et ça peut durer vraiment longtemps. Donc, il va y avoir vraiment une importance de faire le diagnostic et de soutenir le patient, de l'aider, parce qu'il va y avoir une période où on va arrêter le traitement, une période psychologique difficile. Il faut vraiment être convaincant, expliquer qu'il faut arrêter le traitement et savoir s'armer de patience, parce que les symptômes peuvent parfois durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, comme je vous disais, vraiment, là, il est urgent de ne rien faire, il est urgent de tout arrêter. C'est vraiment l'importance de la consultation de dermatologie, c'est de reconnaître le mésusage des dermocorticoïdes. Ça peut être une rosacée, ça peut être une acné induite, ça peut être aussi éventuellement un syndrome de visage rouge ou un syndrome d'addiction aux dermocorticoïdes. Donc, c'est comme ce qu'on a appris à faire dans la dermite périorale, qui est aussi une complication qu'on peut voir lorsqu'on utilise trop de dermocorticoïdes sur le visage. Il faut commencer par se poser et tout arrêter. Et ce n'est pas facile d'expliquer ça aux patients parce qu'il va y avoir une période où il va être très rouge et il va falloir ne rien faire à part des soins d'hygiène très doux, pulvérisation thermale et même pas de crème émolliente, même pas de crème hydratante pour, je dis toujours, mettre au calme la peau et pouvoir réfléchir, voir s'il reste une dermatose inflammatoire sous-jacente, parce que quand on a un syndrome d'addiction aux dermocorticoïdes, vous voyez, c'est rouge, c'est très inflammatoire et on ne sait plus faire la part des choses avec la dermatose sous-jacente. Donc, il faut vraiment dire aux patients que arrêter le traitement, c'est traiter, ça fait partie du traitement. Alors, c'est là qu'on va pouvoir essayer de démêler un peu tous les éléments qui vont nous faire retenir le diagnostic de syndrome d'addiction aux dermocorticoïdes. C'est, comme vous voyez sur le tableau qui est à droite, c'est des critères. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de consensus, mais on essaie quand même d'ériger des critères qui nous permettent d'évoquer ce diagnostic. Donc, c'est toujours des patients qui utilisent depuis très longtemps des dermocorticoïdes, notamment sur le visage et les organes génitaux externes. C'est rouge, ça gratte et surtout ça brûle. Je pense que souvent, ça brûle plus que ça ne gratte. Parfois, il y a eu également des cures de corticothérapie orale associées. C'est une peau qui devient hypersensible, intolérante à tout, avec de l'œdème, parfois même de la desquamation, du suintement. Alors, les rides exagérées, c'est ça, les faint wrinkles, c'est vraiment la peau qui est très épaissie. Et le syndrome de la manche rouge, je vous ai montré aussi sur les photos initialement. Beaucoup de retentissement sur la qualité de vie, sommeil, humeur, et puis à cause de cette douleur et de ce prurite nocturne. Alors, quand on a passé cette période un peu critique où on a tout arrêté et on a fait le diagnostic et qu'on a convaincu le patient qu'il fallait maintenant arrêter les dermocorticoïdes, là, on va voir en fonction de l'état de la peau, en fonction de sa capacité à devenir moins inflammatoire spontanément sans rien faire, et en fonction de la dermatose sous-jacente, parce que là, on devrait pouvoir commencer à voir les lésions de la dermatose sous-jacente si elle existe. On va pouvoir proposer plusieurs alternatives. On pourra changer d'anti-inflammatoire topique en passant par exemple aux inhibiteurs de calcineurin topique comme le tacrolimus topique. Bien sûr, au début, comme dans la dermatite atopique, on peut avoir au début de la douleur, donc il faudra bien expliquer au patient, l'introduire doucement, parfois avec un antalgique, en l'associant à un désémollient, lui dire que ce n'est pas de l'allergie, que c'est normal, au début ça peut être difficile à supporter, mais donc ça peut être une solution. Le microlimus, c'est également la même chose, mais on ne l'a pas en France. Si c'est plutôt une rosacée, une dermite périorale que vous allez démasquer, peut-être des cyclines, ça peut être une façon chez l'enfant qui a l'âge ou chez l'adulte, parfois les rythmicines aussi. Dans ce tableau, il propose aussi le dupilumab. En fait, là, le dupilumab, ce n'est pas le traitement de l'addiction aux dermocorticoïdes, c'est le traitement de la dermatite atopique qui était devenue complètement réfractaire aux dermocorticoïdes, pour laquelle il était licite de proposer un traitement systémique, et c'est ici le dupilumab. Alors, quelle est l'ampleur du phénomène d'abus? Puisque on vous a dit, c'est par les réseaux sociaux en 2012 qu'on a commencé à parler de ça. Ça n'a pas pris beaucoup au départ. On parlait même de fake news parce qu'on disait que c'était dans les conditions du mésusage et qu'on avait peur de la corticophobie en disant il ne faut pas que les gens arrêtent de se traiter. Il ne faut pas que les gens arrêtent de se traiter. Ils se traitent bien. Et en fait, ce phénomène-là, il est maintenant très décrit au niveau de l'Asie du Sud-Est, par exemple en Inde ou également en Afrique, sur justement un usage cosmétique pour essayer de blanchir la peau ou affiner la peau. Et donc là, je vous ai retrouvé un article de 2019 en Inde où un hôpital s'est occupé de récupérer finalement tous les patients qui passaient en dermatologie donc sur un an, en 2017 et 2018,
pour savoir si jamais ils utilisaient des corticoïdes depuis les 3 derniers mois, et ils les avaient interviewés. Et sur les 2032 patients qu'ils ont repérés comme utilisant des dermocorticoïdes de plus de 3 mois, eh bien, il y en avait 67% qui déclaraient des effets indésirables, ce qu'on retrouve classiquement avec les dermocorticoïdes. On voit ici l'acné, les télangiectasies, la rosacée, l'atrophie épidermique, l'hypertrichose, l'hypopigmentation qui est recherchée, mais également les problèmes d'hypophylaxie dont on vous a parlé, le fait de devoir augmenter la durée et la posologie du dermocorticoïde pour avoir la même efficacité. Et ils se sont aperçus que sur leurs 2032 patients, il y en avait 21% qui utilisaient les dermocorticoïdes depuis plus d'1 an, qui pose vraiment la question du risque justement de ces fameux syndromes d'addiction aux dermocorticoïdes qui apparaissent, on le répète, vraiment dans la situation des usages, mais qui apparaît peut-être pas si exceptionnel que ça. Alors en France, c'est vrai que les dermocorticoïdes, ils sont sur prescription médicale, ils sont disponibles, en tout cas ceux de la plus forte puissance, sur ordonnance, mais tous ne le sont pas. Il y en a qu'on peut avoir en délivrance, alors ça doit être les plus faibles en puissance, mais néanmoins, on sait aussi que sur Internet, on peut se fournir. Et donc finalement, c'est certainement un phénomène qui doit concerner des patients en France. Alors, en Europe, ça commence aussi à bouger puisque l'agence anglaise du médicament s'est saisie du problème à la suite d'une demande d'ailleurs d'une association de patients et a publié un rapport en septembre 2021 dont je vous ai mis la référence et qui reconnaît effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe avec cet arrêt aux dermocorticoïdes quand ils ont été mésusés et qu'il faudrait informer ce tableau au niveau du RCP, donc du résumé des caractéristiques officielles du produit. Donc, on va voir où ça avance, mais en tout cas, ça y est, on commence à avoir une vraie reconnaissance de ce tableau. Les recommandations compréhensibles, c'est ça qui nous permettent également de lutter contre et la meilleure façon d'éviter tous les effets indésirables des corticoïdes, dont celui-ci, c'est vraiment de bien utiliser les dermocorticoïdes. Déjà, attention à l'indication, ça paraît peut-être, mais toutes les dermatoses ne se traitent pas par dermocorticoïdes, et donc déjà bien repérer si on a une indication à utiliser les dermocorticoïdes. Attention à la localisation, même quand on a une bonne indication des dermocorticoïdes, par exemple les dermocorticoïdes dans la dermatite atopique, on va toujours éviter les traitements prolongés sur la face, le visage, les paupières et également au niveau des organes génitaux, parce que ce sont les zones qui sont les plus exposées à tous les effets indésirables de la corticothérapie, que ce soit la rougeur, l'atrophie et également le syndrome de sevrage au dermocorticoïde. Donc, on l'a largement dit avec Sophie, attention au mésusage, c'est-à-dire qu'on va vous prescrire sur l'ordonnance, et ça, c'est aussi la responsabilité du prescripteur, de bien noter la posologie. Ça ne sert à rien de l'appliquer 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, ça ne marchera pas mieux, au contraire, à cause de la tachyphylaxie. Donc, c'est 1 fois par jour, le matin ou le soir, sur une durée qui doit être la plus courte possible, et éventuellement, on peut faire des traitements prolongés, proactifs, mais c'est sur décision de votre médecin, notamment de votre dermatologue, et en évitant effectivement les traitements long cours sur des zones comme les paupières où on va préférer les inhibiteurs de calcineurie. Et devant des symptômes qui ne s'améliorent pas, qui persistent, voire qui s'aggravent, il faut savoir calmer le jeu et arrêter le traitement. Alors, c'est difficile de savoir exactement ce qui est permis comme quantité de dermocorticoïdes. Ça dépend bien sûr de la dermatose, de son étendue, de l'âge du patient, du type de dermocorticoïde. En poussée, on va dire qu'on utilise ce qu'il faut. Si c'est plusieurs tubes sur la semaine, ce n'est pas grave si c'est juste pour la poussée. En revanche, quand on est face à une dermatose inflammatoire chronique, on va pouvoir utiliser les dermocorticoïdes au long cours. Mais il y a une unité, donc c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, qu'on explique en éducation thérapeutique aux parents, aux patients, et c'est quelque chose qui nous rend bien service. C'est l'unité phalangette. Comme vous voyez sur les dessins, si vous recouvrez la dernière phalange de votre doigt avec votre dermocorticoïde, ça fait une unité phalangette, donc c'est une phalange d'adulte. Avec cette unité, vous pouvez couvrir une zone qui correspond à 2 pommes de main, en comptant les doigts, d'un adulte. En gros, quand on est en traitement de fond, ça va faire maximum 2 tubes de dermocorticoïdes, donc 60 grammes
pour un adulte par mois et maximum un tube de 30 grammes pour un enfant par mois. Mais bien sûr, tout dépend bien sûr des localisations et du type de dermatose. Donc, il ne faut pas hésiter à demander l'avis du dermatologue. Voilà, donc on espère qu'on vous aura convaincu que ce syndrome de la peau rouge peut être une poussée, que le phénotype différentiel est compliqué, mais qu'il faut savoir évoquer cette complication au dermocorticoïde. Jusqu'ici, je ne sais pas si elle était ignorée, mais en tout cas, elle a plutôt été assimilée à des poussées, mais qui semble être en fait une vraie difficulté à l'utilisation de mes usages, d'ailleurs, on devrait dire, que c'est dermocorticoïde et qui doit faire porter attention quand on est médecin ou quand on est patient et savoir évoquer pour pouvoir mieux le prendre en charge. On vous remercie de votre attention.